Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 25 août et pour ouvrir le journal du jour, nous allons parler du prix des maillots de Ligue 1 parce que c'est bon, on connaît officiellement à quelle sauce on va être mangé, tous les tarifs sont disponibles et on a eu la grosse étude de Footpack sur le sujet, le média spécialisé dans les équipementiers et vous allez le voir, j'ai bien des commentaires à faire sur les prix. De manière générale, tout ce journal va être un peu plus blagueur, ironique et piquant qu'à l'habitude. On parlera ensuite du dossier Julián Álvarez qui ne cesse d'être la telenovela de cet été. On ira ensuite du côté de la France pour parler d'Eli Wahi qui va être une nouvelle fois prêté à Nice. On ira du côté de la Ligue 2 pour parler de mon FC Nantes qui ne déçoit jamais en termes de divertissement mais qui déçoit toujours en termes de football. Et vous voyez dans le sommaire AO Ligue 1, qu'est-ce que c'est AO? C'est pour parler du futur appel d'offres concernant les droits TV et le Nostradamus en bois que je suis va répéter le fait que oui, c'était couru d'avance pour l'avenir de Ligue 1+. On va disserter sur tout ça. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. À quel point les maillots de Ligue 1 sont trop chers? La question c'est à quel point, c'est pas de se demander s'ils sont trop chers, parce que ça c'est sûr et certain. On a une grosse étude du média Footpack qui est sortie sur le sujet, et donc on va pouvoir mettre la jauge. Est-ce que c'est plutôt au niveau de Mitroglou? Est-ce que c'est au niveau de Ressé? Est-ce que c'est au niveau de Richarlison? À quel point on se fait douiller? Déjà, commençons en félicitant le champion de France, le Paris Saint-Germain, champion de France sur le classement de Ligue 1, mais également sur le prix des maillots, puisqu'il vous en coûtera 142 € pour le maillot avec flocage et badge. Je vais arrêter de regretter dans la rue de croiser des gens qui ne floquent pas leur maillot vu le prix. On va donner un ordre de grandeur, je sais pas comment le dire autrement, c'est un petit peu délicat, mais avec ce prix-là, vous pouvez acheter des pâtes premier prix et vous avez de quoi bouffer pendant 250 jours. Alors je sais, c'est pas la joie de bouffer des pâtes durant 250 jours, mais c'est encore moins la joie que mettre 142 € dans un maillot floqué Bradley Barcola pour ensuite le voir se casser du côté de Liverpool. Le vrai champion du peuple, ce sont les Troyens qui affichent un maillot de Ligue 1 à entre énormes guillemets seulement 105 € pour le total. Mais le détail qui me tue, c'est peut-être le badge Ligue 1. Vous voyez un badge totalement anodin dont tout le monde se moque, il est affiché à des tarifs délirants. Par exemple, du côté de Strasbourg, le badge Ligue 1, tenez-vous bien, il est à 15 €. J'ai pas réussi à le voir sur le site, mais je fais confiance à Footpack, mais même pour les autres, c'est 8 €. 8 € pour un badge, quelle blague! Le seul badge Ligue 1 que j'aurais été prêt à payer à ce prix-là, c'est le badge pour le FC Nantes. Ça aurait voulu dire qu'il serait pas descendu du côté de la Ligue 2, mais du coup, c'est pas un sujet de maillot. Et puis là encore, j'ai envie de dire que Footpack ils sont gentils parce qu'ils vous prennent les maillots réplica, mais si on va du côté du Paris Saint-Germain et qu'on prend par exemple le gros maillot Aerofit, celui des joueurs, il vaut 160 €, et si tu ajoutes flocage et écusson, il monte à 196 €. Ça fait quand même cher, 196 €, j'arrondis à 200 € pour le maillot qui te fera juste réaliser que t'as pas la shape de Désiré Doué et que tu ressembles juste à un rôti mal ficelé. Sur l'équilibre des équipementiers en Ligue 1, on va terminer avec ça. La petite infographie toujours signée Footpack. Nous avons Adidas qui domine le championnat avec 6 représentants, derrière Puma et Nike avec 3 chacun, mais c'est surtout ensuite bien éclaté avec 6 équipementiers ayant une seule équipe. C'est très important, la concurrence comme dirait Unai Emery. Je veux absolument le Barça. Ça, c'était la position de Julián Álvarez avant que l'Atlético Madrid se montre absolument inflexible et du coup, il y a un petit peu, petit à petit, un changement de musique et on se rend compte que le joueur est tellement dégoûté d'être retenu par son club que finalement, il pourrait ouvrir la porte à d'autres possibilités, dont une possibilité en Première Ligue. Non, pas un retour du côté de Manchester City, mais à Arsenal. Alors, je me demandais fin mai si ça pouvait être le feuilleton de l'été. Vous avez constaté que ça l'est. Fin août, le mec se fait encore hué par ses supporters, la presse annonce qu'il va amplifier les coups de pression et dans le même temps la possibilité Arsenal prend de l'épaisseur. Moi j'ai une petite pensée pour Gyökeres qui est à Arsenal, qui lit le journal et qui voit que son club se positionne sur tous les numéros 9 du monde, sauf lui. Autant dire que ton ego doit en prendre un coup, mais en même temps sans vouloir manquer de respect à ce joueur qui reste un excellent attaquant, c'est quand même comparer le karting et la F1. Julián Álvarez, il joue dans une autre dimension et lui il voulait absolument le Barça, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui ses coups de pression ne fonctionnent pas avec l'Atlético et ça a tellement tendu les relations que oui, Arsenal pourrait être une belle destination. Et de mon côté, je verrais ça comme un truc incroyable. Ce serait un renfort exceptionnel dans un club qui est déjà exceptionnel. Il faudra réussir à concurrencer les Gunners s'ils arrivent à choper Álvarez. On pourrait avoir peut-être Gyökeres qui débarquerait du côté de l'Atlético en mode solution de dépannage surprise, et le Barça qui n'aurait pas satisfaction dans ce dossier, ce serait
une telenovela, je le redis, un truc extrêmement surprenant, mais dans tous les cas, ça bougera jusqu'à la dernière minute du mercato pour Julián Álvarez, et ça se trouve, qui sait, il va rester à Atlético, il va faire une saison légendaire, et dans quelques années, on aura totalement oublié cette brouille. C'est le football, tout est possible. Dans un marché où le moindre attaquant un minimum capable vaut au moins 30 ou 40 millions d'euros, comment tu prends le fait que ton club met une option d'achat à seulement 15 millions d'euros? Ça veut dire que t'es nul, ça veut dire que ton club il croit pas en toi, mais vous savez quoi? J'ai envie de dire tant mieux pour l'OGC Nice, parce que franchement, obtenir le prêt d'Eli Wahi avec une option d'achat aussi faible, moi j'appelle ça une très belle opportunité. Vous l'avez donc compris, le joueur retourne du côté de Nice, prêt payant pour 1,5 million d'euros, option d'achat à 15 millions d'euros, c'est le prêt du siècle pour Nice. Tu chopes un attaquant dans un marché où c'est hyper compliqué d'en avoir un décent, en plus tu sais qu'il a déjà fait ses preuves chez toi, il connaît déjà la Ligue 1, il a que 23 ans, je sais qu'il est en échec du côté de Francfort, mais il peut donner de bonnes choses. Et d'ailleurs, les 6 mois qu'il a passé dans le sud de la France étaient excellents avec Nice. Il a été capable de marquer des buts, 9 en 19 rencontres et moins de 15 matchs en termes de temps de jeu, c'est pas rien, et il l'a fait en plus dans une équipe qui était quand même en PLS, parce que jouer du côté de l'OGC Nice l'année dernière, c'était pas forcément le plus gros cadeau que tu pouvais donner à un attaquant. Alors la carrière d'Eli Wahi, moi, elle me rend un petit peu triste, je vais être honnête. On l'a vu exploser du côté de Montpellier, ensuite ça a été un échec à Lens, ensuite ça a été un échec à Marseille, ensuite ça a été un échec à Francfort, qui est pourtant réputé pour transformer deux bâtons en un excellent attaquant que tu vas pouvoir vendre 90 millions à un club de Première Ligue ou à un club de Ligue 1, mais je crois encore en Eli Wahi, je le dis, c'est un attaquant qui vaudra peut-être jamais 100 millions d'euros au cours de sa carrière bien évidemment, mais qui a quand même bien du talent, qui peut rendre du service à du club de Ligue 1, qui est tout à fait capable, qui peut encore se relancer, reprogresser, donc franchement excellente affaire, félicitations aux Niçois. Qu'on arrête de me dire que Marseille, c'est le bordel. Il ne s'assoit pas à la table des Nantais. Alors certes, le FC Nantes, tout le monde s'en fout, personne n'en parle, mais en attendant, en matière de divertissement, personne ne peut nous regarder dans les yeux. On apprend que Der Zakarian est limogé. Oui, Der Zakarian qui a tout juste été nommé, qui a seulement fait 3 matchs sur le banc des Nantais depuis son retour. 3 défaites aussi, il faut le dire. On appelle ça la découverte de la Ligue 2 à la dure, et bah ouais, c'est pas un retour en Ligue 2 salvateur pour le FC Nantes. Je me tuais à le dire devant les supporters qui imaginaient que Kita allait prendre ses clics et ses claques, ou que le club allait être mieux géré en descendant en deuxième division. On se rend compte que c'est toujours le même bordel. Alors Der Zakarian, ce qui est plutôt marrant, c'est qu'il a eu peut-être une vision prémonitoire il y a quelques temps quand on lui demandait ce qui se passerait s'il était limogé du FC Nantes. Il disait qu'il allait probablement prendre sa retraite. On parle dans la presse du fait qu'il a jamais réussi vraiment à connecter avec son groupe. En tout cas, peut-être que oui, Der Zakarian était un peu dépassé pour le football, mais il réussit quelque chose de très fort. C'est battre un record de précocité d'éjection au FC Nantes, et pourtant vous le savez, du côté de Nantes, on change d'entraîneur comme on change de chemise, donc félicitations, une très belle performance pour Der Zakarian. C'est Poirier qui le remplace et on espère que le FC Nantes ne va pas le mettre à l'envers. Poirier, oui, la blague est nulle, je suis désolé, c'est vraiment nul, mais on espère surtout qu'il réussira, parce que je trouve qu'il a un parcours plutôt intéressant. C'est un entraîneur qui ne vient pas de l'élite, mais qui du coup va pas être déboussolé du côté de la Ligue 2. Il a 44 ans, mais c'est un mec qui apporte quand même une certaine vague de fraîcheur, et puis la saison passée, il a quand même réussi à prouver que c'était pas n'importe qui, puisqu'il signe une excellente saison avec le Red Star, qui était pas loin de monter du côté de la Ligue 1. Donc qu'est-ce que ça donnera du côté du FC Nantes? Bah honnêtement, personne ne peut le prédire. Ça se trouve dans 2 mois il sera plus là, ça se trouve il va rester 2 ans, il va signer une prolongation en or, et après cette prolongation il sera viré 2 semaines plus tard, mais bah en tout cas, Nantes, on s'ennuie jamais, ça me désespère, mais il faut avouer qu'il y a de quoi se mettre sous la dent en termes d'actualité, à défaut de football. La date de mort de Ligue 1 Plus est désormais fixée, on recherchera son successeur dès le mois d'octobre. La Ligue va lancer un appel d'offres pour la période 2029-2034 de la Ligue 1. Je vous l'avais dit depuis le lancement de cette chaîne, Ligue 1 Plus n'existe que parce qu'ils n'ont pas été capables de trouver un diffuseur décent, parce qu'il fallait bien que le football français soit diffusé sur des chaînes accessibles au grand public, mais le but réel de Ligue 1 Plus, c'est seulement de rendre à nouveau le produit Ligue 1 attractif et d'essayer de combler un trou quand personne n'en voulait, tout simplement. Parce que oui, le problème c'est que Ligue 1 Plus ne rapporte pas un copec au club français, que cette situation ne peut pas durer éternellement, et qu'au bout d'un moment, t'espères quand même que pour la période 2029-2034, tu vas retrouver un diffuseur décent.
Alors, c'est dès la fin d'exclusivité de Ligue 1+, donc en fait, dès que tu peux, c'est assez marrant de voir que, au lieu de te dire que durant les 3 prochaines saisons, tu vas essayer de colmater le bateau qui coule, t'es déjà à la recherche de ton prochain radeau. Il y a des espoirs qui sont évoqués autour de ce que j'ai tendance à qualifier de néo-diffuseurs, comme Netflix, comme Apple, mais c'est un serpent de mer, c'est un fantasme qui existe depuis au moins une décennie du côté du football. Le seul acteur qu'on a vu très concrètement approcher la Ligue 1, c'est Amazon, qui ne s'est présenté qu'au moment où les droits de la Ligue 1 valaient une bouchée de pain et qui s'est ensuite immédiatement cassé parce qu'ils sont pas bêtes, ils veulent pas surpayer le produit. C'est pas parce que c'est Apple, Netflix, Amazon, Google ou je ne sais qui vont payer une 2 chevaux au prix d'une Ferrari. Ensuite, on espère qu'il va y avoir un rapprochement à nouveau, une relation qui va se dégeler un peu avec Canal+, parce qu'il faut avouer que Canal est un des gros espoirs du football français, mais en tout cas c'est pas gagné, et la direction est donnée côté appel d'offres, côté droit de TV. On espère qu'ils vont moins se foirer que les dernières fois, mais j'ai envie de vous dire, la barre elle est tellement basse que ça peut qu'être une réussite. Terminé pour le journal du jour. Sur le feu, j'ai des sujets Tottenham, j'ai des sujets Barça, ce sera probablement ça, mais c'est surtout une journée où je suis à la bourre pour des raisons qui n'ont absolument aucun rapport avec TMF, donc je vais surtout essayer d'être à l'heure, mais je préfère vous le dire, déjà que j'ai du mal en ce moment, cette journée, ce sera la pire. Sur ce, je vous dis à ce soir, probablement un petit peu après 17h, peut-être plus 18h, mais qui sait, je vais peut-être vous surprendre. Sur ce, salut.